Très bien. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à la table ronde Elle parle. Il s'agit tout simplement d'un balado pour apprendre, découvrir ou réapprendre des thématiques liées aux violences sexuelles. Et aujourd'hui, on va parler de la radicalisation des garçons. Et avant de poursuivre, je souhaiterais juste préciser à tous les participants et participantes que l'événement est enregistré. Il sera possible de poser des questions euh, en utilisant le chat ou la fonction Q&A ou QR. Une période de questions aura lieu à la fin pour que les panélistes puissent y répondre. Et aujourd'hui, je vais vous présenter nos trois panélistes. On va commencer par Sabrina Nadeau. Bonjour Sabrina. Sabrina, elle a été membre du barreau du Québec de 1995 à 2000, une avocate de la défense et spécialisée en droit criminel et pénal comme un substitut du procureur général du Québec. Elle est présentement intervenante auprès d'hommes auteurs de violences conjugales depuis près de 4 ans et directrice générale de l'association Un cœur d'homme depuis plus de 2 ans. Bienvenue Sabrina. Merci, bonjour. Ensuite, nous avons Valérie Harvey. Bonjour Valérie. Valérie est sociologue. Elle a notamment mené des recherches au Québec pour comprendre l'impact du régime québécois d'assurance parentale pour les pères. Et elle est aussi l'autrice de l'essai Révolution Papa, comment les pères québécois transforment la masculinité. Bienvenue Valérie. Merci beaucoup pour l'invitation. Bien, avec plaisir. Et enfin, nous aurons Zachary Georges Gagné. Bonjour Zachary Georges. Zachary Georges est une francophone non-binaire, transféminine et cri de la Première Nation, cri de Waswanipi. J'espère que je l'ai bien prononcé. Parmi les différentes fonctions qu'il détermine, c'est une activiste et elle est coordinatrice à l'engagement francophone du réseau En Chantier et la présidente de l'organisme Franco-Cuir. Bienvenue, Zachary Georges. Merci beaucoup. Eh bien, et donc, merci à vous tous de vous joindre à nous pour Elle parle de la radicalisation des garçons. J'ai une première question pour vous toutes les panélistes, pardon. On va faire attention. Qu'est-ce qui qualifie les groupes masculinistes? On pourrait peut-être commencer par la première que j'ai sur mon écran, Valérie. Je dirais que c'est leur popularité. Ils ont toujours existé, ça a toujours été présent, mais c'était des communautés des petites communautés qui n'étaient pas connectées entre elles. Donc, ce n'est pas la technologie qui est en faute, mais la technologie permet à ces communautés-là de se connecter. Et c'est pourquoi on en entend davantage parler. Nous aussi, on peut se connecter grâce à la technologie, même si on est plus loin, ce qui est une bonne chose. Mais ça permet aussi à des gens qui, habituellement, étaient plus solitaires. Dans les villages, on savait qu'ils pensaient comme ça, de maintenant se sentir ensemble, de se sentir nombreux et de véhiculer leur théorie de façon beaucoup plus large qu'ils pouvaient le faire auparavant. Donc, je pense que c'est une des caractéristiques importantes. Merci Valérie. Qu'est-ce que vous en pensez, Zachary Georges? Quelle est votre qualification des groupes masculinistes? Selon moi, des groupes masculinistes, c'est des groupes qui visent sur la valorisation d'une masculinité qui est stricte, qui est dominante, qui est coloniale aussi. C'est aussi la valorisation d'un système dans lequel la masculinité est le point central. Puis surtout actuellement, c'est des groupes qui tentent de démanteler les avancements puis les progrès de différents groupes comme les groupes féministes, de SLGBTQI+, puis des personnes racialisées. C'est concis. Merci beaucoup, Zachary Georges. Et enfin, Sabrina? Bien, en fait, pour moi, ce que je trouve qui est caractéristique, c'est que c'est vraiment un paquet d'individus. Oui, ils se regroupent, mais c'est pas, ils parlent pas d'une seule voix, c'est pas homogène, c'est chacun individuellement qui adopte ce type de valeurs-là. Donc, ça peut paraître, comme le disait Valérie tantôt, peut-être un peu moins menaçant pour cette raison-là, mais ça ne l'est pas moins parce que ça fait en sorte effectivement que maintenant, par les réseaux sociaux, par la façon dont les gens consomment l'information ou la désinformation, bien, ça permet que ces gens-là ont une voix très forte alors qu'ils ne représentent pas une grande partie de la population. Puis oui, effectivement,
dans ma définition à moi, si je peux dire, des groupes masculinistes, c'est vraiment les individus qui adoptent des valeurs qui sont antiféministes, anti-égalité, puis qui prônent la domination puis le rapport de pouvoir aux mains des hommes. Donc, c'est intéressant, Sabrina. Merci beaucoup. Merci à vous trois d'avoir répondu à cette première question. Je vais me diriger premièrement vers Zachary Georges. J'ai une question pour vous. Comment est-ce qu'une personne en vient à adopter ce genre d'idéologie, vous pensez? Oui, quand j'ai reçu les questions en premier, puis que j'ai reçu celle-ci, j'ai pensé à un dicton qu'on m'a déjà dit une fois et qui est vraiment, je pense qu'il est très pertinent à ce qu'on parle aujourd'hui. Puis le dicton, c'est si j'étais toi, si j'avais vécu les mêmes choses que toi, que j'avais la même famille, le même entourage, je serais à la même place que toi. Je pense que c'est important de centrer ce dicton-là pour vraiment centrer qu'on est tous responsables de la situation dans laquelle on se retrouve en ce moment. Les gens ne sont pas dans une bulle jusqu'à temps qu'elles aient 23 ans et qu'elles commencent à parler dans des mouvements masculinisme. Ils font partie de nos sociétés, de nos mouvements, et donc il faut vraiment qu'on pense de façon empathique, mais aussi de façon à se responsabiliser puis à avoir une certaine imputabilité. Parce que c'est facile de critiquer, puis même de pathologiser ces types de comportements ou de pensées-là. Puis je crois qu'il y a une multitude de façons qu'on peut se rendre à adopter ce genre d'idéologie. Mais premièrement, je pense qu'on vit dans une société qui est coloniale, qui est intrinsèquement patriarcale aussi. Et donc, dans les 70 dernières années, on a pu voir d'immenses avancées, même dans le dernier siècle au complet. On a vu plusieurs avancées dans la quête de différentes communautés qui visent l'équité. Je pense notamment au mouvement féministe, au mouvement des droits de LGBTQI+, en termes d'antiracisme. Ces mouvements-là mènent tous à la décentralisation des pouvoirs, comme Sabrina parlait, alors que le mouvement des masculinistes tient vraiment à garder ça en place, la dynamique de pouvoir. Puis, qu'on part d'un système qui est déjà patriarcal, qui est vraiment ancré dans des valeurs de suprématie blanche, de capacitisme, de cis-hétéronormatisme, ben, ça veut dire qu'on décentre intrinsèquement le pouvoir des hommes blancs, cis, hétérosexuels, ayant pleine capacité de leur corps quand on est dans des mouvements féminisme de SLGBTQI+, ou au sein des communautés racialisées. Puis ça, c'est du nouveau pour les hommes, puis ça fait peur. Je pense aussi aux pensées d'un auteur, Alok Menon, qui est une personne qui est poète, auteur, puis ça fait surtout peur quand tu vois que les autres qui ne te ressemblent pas, puis qui commencent à s'épanouir. Puis que ces personnes-là ne veulent pas suivre les règles qu'on t'a appris à toi. Donc, quand tu es petit garçon, il y a tellement de choses qu'on t'apprend que tu dois faire ou ne pas faire, puis des règles à suivre, puis sinon, tu perds la validation des autres hommes autour de toi. Puis, alors que les femmes s'efforcent à déconstruire les normes auxquelles elles ont été imposées, les personnes queer se détachent des normes hétéronormatives, les personnes trans, non-binaires, two-spirit dépassent les limitations du genre colonial, puis ces groupes-là voient des bénéfices immenses au niveau personnel, interpersonnel. Puis les hommes réalisent que si eux font la même chose avec leurs normes de la masculinité, ça a des avantages au niveau personnel, mais ça les met plus au top du niveau systémique. Ça, c'est inconfortable, puis ça fait peur. Il faut vraiment qu'on se parle en tant que communauté sur comment on soutient les hommes dans cette transition qui pour eux est complètement nouvelle et pour pas qu'ils se tournent vers la radicalisation au niveau du masculinisme et des différentes idéologies du genre. Merci, Zachary Georges. Beaucoup d'informations, très, très intéressant. J'espère que plusieurs personnes d'entre vous ont pris des notes. En tout cas, moi, c'est le cas. C'est très intéressant, Zachary Georges. Ça me permet notamment de faire le pont avec la question que j'ai pour Sabrina. Comment ces groupes, penses-tu, recrutent-ils ces jeunes-là? Est-ce qu'il y a plus de jeunes qui sont à risque que d'autres? Ou est-ce que c'est... Tu as un peu parlé avant que c'est pas vraiment homogène, mais quel est ton point de vue là-dessus? Bien, en fait, premièrement, je ne parlerai pas de recrutement. Mon impression, puis là, encore une fois, je veux remettre en contexte
mes connaissances sont vraiment en lien avec la violence conjugale. Donc, c'est sûr que je vais toujours faire le pont avec ça parce que c'est ce que je connais. Je vois beaucoup de liens, beaucoup puis de répercussions aussi parce que je dirais que souvent, les gars qui se retrouvent... Puis là, je vais avoir un langage genré aussi parce que je suis habituée de travailler avec des hommes. Donc, quand les hommes se retrouvent là, dans nos services, souvent, c'est parce qu'effectivement, ils ont adopté des comportements puis de masculinité dite toxique. Là. Donc, je ne parlerai pas de recrutement, je parlerai plutôt d'influence, de contamination ou de conditionnement. Puis, j'ai beaucoup aimé ce que Zachary Georges a dit tout à l'heure, parler on a une responsabilité comme société, comme parents, comme mère, d'avoir élevé ces garçons-là, d'avoir conditionné la possibilité qu'ils puissent exercer ce pouvoir-là. On l'a légitimisé, en fait. Puis, on parlait tantôt aussi de la société qui était vraiment axée sur le patriarcat. Tout ça est très hétéronormative, est très valorisée aussi. Toutes les valeurs masculines qui font en sorte que les hommes aussi ressentent ce qu'on appelle, ou je ne sais pas si c'est quelque chose avec lequel vous êtes familier, mais un stress d'écart à la masculinité. Donc, c'est un des facteurs qui fait que ces gens-là se retrouvent plus vulnérables à adopter ce type d'idée-là radicale qui va les rassurer justement parce qu'ils sont en situation de peur. Mais je fais le lien aussi avec plus largement la radicalisation puis l'adhésion aux théories du complot. On parle de facteurs de risque qui sont le fait de vivre dans la peur, une peur réelle ou pas, avoir peur des femmes ou peur d'entrer en relation avec les femmes, avoir de l'anxiété, du stress, un sentiment de privation, donc un sentiment réel ou pas d'être privé de quelque chose si on donne des droits à d'autres personnes ou du pouvoir à d'autres personnes, de l'exclusion sociale, de l'isolement, de l'impuissance, c'est quelque chose qu'on se fait souvent dire, un sentiment d'injustice, et une perte de sens et une sensation de perte de contrôle sur sa propre vie, sur son avenir. Donc, c'est tous des facteurs qui peuvent faire en sorte que ces gars-là vont être plus propices à écouter ou ils vont adhérer plus facilement à ces valeurs-là ou ces concepts-là qui les rassurent puis qui leur permettent de conserver justement ce pouvoir-là ou d'avoir l'impression de reprendre un peu de pouvoir sur leur propre vie. Donc, c'est très individualiste comme gain qu'ils pensent faire en adhérant à ce genre de pensée-là. Merci beaucoup, Sabrina, pour ta réponse. Si je peux te garder par rapport à ce que tu nous as dit, parce que ma question concernait, je ne dirais plus recrutement, mais plutôt influence ou contamination des jeunes. Donc, il ne s'agit pas seulement de jeunes hommes, voire d'enfants / garçons, mais d'une tranche d'âge beaucoup plus élevée. Donc, autant enfants qu'adultes. Et en me basant là-dessus, je voudrais savoir si, malgré certaines personnes concernées étant des personnes déjà matures, âgées, y a-t-il un point de non-retour pour ces hommes ces garçons et hommes qui développent des idées misogynes notamment? Ben, en fait, j'espère que non. je dirais parce que sinon, on n'aurait plus de raison d'exister. Moi, je pense toujours que la personne, peu importe l'âge, peu importe l'intensité, je dirais, de ses construits puis du fait qu'il est pris dans ces idées-là, il y a une possibilité pour elle de changer si elle, à un moment donné, elle a une certaine prise de conscience ou elle doit faire face à certaines conséquences, mais ça n'arrive pas tout seul. Il y a des actions qui doivent être posées, mais c'est surtout, moi, j'aimerais peut-être profiter de cette question-là pour parler des proches. Moi, je pense qu'il y a un point de non-retour, par contre, pour les proches. Souvent, les gens se perdent à vouloir aider ces gens-là et en subissent énormément de conséquences, deviennent eux-mêmes les victimes de certains comportements. Tu sais, quand on parle de violence plus largement familiale, si il y a des prises de bec dans les familles, ben il y a souvent des conflits qui dégénèrent. Ça peut vraiment avoir des conséquences néfastes.
Donc, moi, je pense qu'il y a un point de non-retour où il faut que les gens qui sont autour de ces personnes-là mettent leurs limites, dénoncent, n'acceptent pas de subir, d'avoir toujours ces agressions-là, ces micro-agressions-là ou ces agressions-là tout court, de les subir. Donc, je pense que c'est plus par rapport aux proches qu'à un moment donné, la personne, même si on l'aime énormément, ça prend l'aide d'un professionnel, ça prend quelqu'un d'externe, puis il faut aller chercher du soutien. Merci beaucoup, Sabrina. Tu as parlé de ce point comme si tu connaissais plus ou moins la question que je voudrais poser présentement à Valérie, pourra peut-être s'en influencer. Bonjour Valérie, je ne vous avais pas oublié. Est-ce que tu pourrais nous dire si ce phénomène de radicalisation des garçons touche seulement les garçons et si ces impacts négatifs ou quels sont ces impacts négatifs sur les proches qui ne sont pas des garçons? Si telle est ta réponse, je t'en prie. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en sociologie, on a un concept qui s'applique à la petite enfance, donc dès le primaire, qu'on va appeler la police du genre. Donc ça veut dire que même si dans la famille, on a des valeurs égalitaires, on a une répartition des tâches, on a fait une éducation, on a tenté de transmettre une certaine forme d'égalité, puis bon, on ne peut jamais complètement sortir des cadres dans lesquels on a été éduqué, mais on peut essayer de faire quelque chose, de sensibiliser nos enfants, puis je suis d'accord avec Zacharie-Georges là-dessus, et évidemment, on est tous impliqués là-dedans. Mais quand on va rentrer dans les premiers groupes qu'on rencontre, qui peuvent être la garderie, bien entendu, mais souvent, ça va être à partir de l'école primaire qu'on va voir apparaître des petits groupes qui vont commencer à montrer aux enfants ce qu'ils n'ont peut-être jamais encore appris, c'est-à-dire qu'ils sont genrés, qu'ils sont différents. Ils savaient déjà souvent qu'il y avait papa-maman, même dans des couples homosexuels, les enfants sont assez au courant parce qu'ils ont fréquenté ma tante, mon oncle. Donc, généralement, ils sont au courant que oui, il y a des gens qui existent. Mais le rôle qu'ils doivent apporter, qui correspond à ce genre-là, c'est souvent à l'école primaire qu'ils vont l'intégrer, en tout cas qu'ils vont l'apprendre. Et là, ils peuvent revenir dans leur famille avec certains clashs qu'ils vont avoir vécu par rapport à ces rôles de genre. Moi, j'ai beaucoup étudié les papas. C'est mon sujet de recherche. Donc, c'est tout comme Sabrina va revenir souvent sur la violence domestique. Ça va être mon cas pour les pères. Ce que j'ai remarqué dans mes études, c'est que souvent, les pères vont me nommer certaines situations à laquelle ils doivent faire face dans le retour à la maison. Donc, des petits, des jeunes qui vont, par exemple, pour une fille, avoir les cheveux trop courts. J'ai un père qui me racontait qu'il y a eu aussi un retour d'un professeur qui lui disait que son fils ne faisait pas assez d'activité physique pendant la récréation, préférait souvent dessiner. Donc, et là, lui, il fait « Oui, mais c'est inquiétant, il ne va pas développer sa mobilité. » C'est-à-dire qu'on s'attend donc à ce qu'un petit garçon veuille jouer, développer sa mobilité, être actif, bouger beaucoup, alors que pour une petite fille, il n'y a pas de problème parce qu'elle veut dessiner et ne pas bouger autant. Donc, voyez-vous, on a une police du genre qui ne s'exerce pas seulement au niveau du petit groupe des enfants, mais qui va s'exercer peut-être même plus largement et qui va apporter une idée aux enfants de comment ils devraient agir et parfois même comment ils devraient penser. Parce qu'on sait, j'ai fait des études avec des femmes en technologie de l'information, donc en informatique, jeux vidéo, tout ça, et ce qu'on remarque, c'est qu'il y en a très peu dans ces domaines-là. Et c'est souvent, ce qui est étonnant, c'est que quand on fait des études sur qui va continuer dans les STEM qu'on appelle, donc dans tout ingénieur, mathématiques, informatique, etc., où il y a très peu de femmes, mais en mathématiques au primaire, c'est drôle, ça va bien. Les femmes, les petites filles et les petits garçons, c'est pas mal égal. Tout le monde est assez performant. Mais on intègre graduellement l'idée que c'est pas là-dedans qu'on est la meilleure quand on est tout petit, qu'on a d'autres possibilités. Alors, au secondaire, cette idée-là qui est portée par beaucoup plus large que le groupe, mais qui est portée aussi par l'environnement, elle nous atteint en tant que petite fille. Donc, non, c'est pas vrai que la masculinité toxique, qu'on dit souvent, c'est le terme, pour simplifier, va pas avoir d'impact. Parce que cette idée-là, ce refus de certaines possibilités, cette confiance qui n'est pas la même
elle finit par atteindre les jeunes filles et au niveau de l'adolescence, on va parler un petit peu plus tard des relations intimes, va avoir un impact aussi sur la façon dont on va faire appel ou non à certains services. Il ne faut pas oublier que toute la période de l'adolescence, c'est la période des premières fois. Et ça, les premières fois, ça veut dire qu'on n'a pas l'expérience parfois pour juger, pour dire non. On se reporte à des adultes quand on est tout petit. Mais quand on rentre dans la période de l'adolescence, on se reporte à nos pairs, donc à ceux qui nous entourent, à nos amis, à notre groupe. Et si on a des amis où c'est largement diffusé cette masculinité qui nous vient des groupes masculinistes, c'est clair que qu'on soit une fille, on va subir l'impact de ça, parce qu'on va s'imaginer que notre rôle est peut-être moindre dans une relation de couple, qu'on a moins accès à toutes sortes de possibilités qui, dans une relation plus égale, seraient présentes. Donc, pour les filles aussi, c'est très important qu'on soit au courant que ça ne se limite pas aux garçons, l'impact des groupes masculinistes, que les impacts sont multiples sur la diversité de genre aussi, on va en parler un petit peu plus loin, mais je pense que c'est important qu'on soit conscient que non seulement en tant que tout l'entourage en a un rôle à jouer quand on doit dénoncer, quand on doit agir par rapport à ça, parce que ça a un impact sur les garçons et les filles en même temps, donc surtout ceux qui grandissent. Merci Valérie pour cette réponse vraiment complète qui va notamment me permettre de faire un bond sur une deuxième question. Tantôt, tu as parlé de ce papa qui avait parlé de son fils qui était moins actif, etc. Est-ce que, pour le coup, aurais-tu des conseils pour un parent qui remarquerait que son jeune développe des idées masculinistes? Évidemment, on parle souvent de l'adolescence ici. Fait que si on va dans la confrontation en tant que parent, ça va être assez inefficace. Donc, ça veut dire qu'on va couper la conversation. C'est ce qui peut arriver. Donc, ça ne sera pas vraiment possible. C'est sûr que moi, je ne suis pas en éducation en tant que telle, mais je pense, pour avoir consulté un peu sur ces questions, parce que ça m'inquiète en tant que parent, j'en suis une, ne pas donc aller vers la confrontation, mais aller demander à l'adolescent qu'est-ce qu'il va chercher dans ce visionnement, dans ce qu'il regarde et qu'il trouve bien. Qu'est-ce qu'il trouve bien? Parce qu'il le regarde puis il doit être au courant parce que, bon, souvent, nos jeunes sont très, très, très intelligents, sont branchés. Ils savent que dans notre monde, on essaye de promouvoir quelque chose d'un plus égalitaire. Donc, ils savent les points. Ce n'est pas de ça qu'ils vont nous parler quand ils vont nous parler de qu'est-ce qui est bien. Ils vont sortir, par exemple, le fait que ce gars-là, il est assuré. Ce gars-là, moi, je trouve qu'il parle bien. Il a la confiance en lui. Ils vont peut-être nous sortir le fait que ces solutions qu'il apporte, elles sont simples. Il me semble que ça serait plus simple, un monde comme il parle. Donc ça, on est à l'adolescence. Comme on disait, c'est les premières fois. C'est l'estime qui manque à l'adolescence et souvent à l'âge adulte encore. Hein, on est toujours en construction de notre estime de nous-mêmes. Donc, c'est clair que d'avoir quelqu'un qui est en confiance, qui parle, qui a des mots clairs, qui semble juste, ça fait du bien. Puis quand on est adolescent, quand on est enfant, on est un peu protégé de l'anxiété du choix, encore un grand mot là, de sociologue, mais qu'on ressent tous quand on rentre dans un magasin de meubles puis qu'il faut que je choisisse notre divan. Hein? On sait maintenant que d'avoir l'anxiété du choix, on l'expérimente tous régulièrement. S'il y a 40 divans qui sont exposés, qu'est-ce que je vais prendre? C'est mieux qu'il y en ait juste 3. Donc, le jeune, lui, est à cette époque où il doit choisir une carrière. On lui demande en plus d'être heureux, hein, de faire le choix qui va le rendre heureux. Oui, mais c'est quoi son identité? C'est pas clair. Qu'est-ce qui va me rendre heureux? On lui met finalement une grande pression en lui disant « Sois heureux, vas-y, accomplis-toi. » OK, mais là, si je ne m'accomplis pas, est-ce que ça veut dire que j'ai un échec? Donc, il y a énormément de choses qui brassent à cet âge-là. Donc, c'est très difficile et ils vivent, je pense, de front cette anxiété du choix, en plus d'avoir une estime personnelle à construire. Donc, d'avoir des solutions simples. Évidemment, ça évite cette anxiété de choix. C'est très, très simple d'avoir quelqu'un qui te dit « la solution, ce serait donc ça et ça ». Donc, tout simplement, moi, je trouve que le bout là où on a eu les groupes féministes qui ont apporté plus de liberté dans nos choix, etc., ça ne fait pas si longtemps. Hein. On n'a pas besoin de reculer très en arrière pour dire « oui, mais c'est vrai ce que tu dis, peut-être que ça serait plus simple au point de vue de l'organisation d'une société que les femmes s'occupent des enfants, puis du ménage, puis te rendent heureux toi.
en tant qu'homme, puis tu as le dû, etc., toi, homme blanc, etc. Oh, ouais, ça serait très, très simple. Ça a déjà été comme ça. Tu sais-tu, je vais te raconter l'histoire de grand-maman. Puis, c'était pas si simple que ça. Parce que moi, quand j'en ai parlé, ben, c'était ça. Est-ce que ça veut dire que tu veux sacrifier tous ces gens-là qui n'auront pas le choix? Parce que si toi, tu te donnes donc ce rôle dominant, tu peux t'imaginer que ça va rendre tout le monde heureux. Mais est-ce que les gens étaient heureux avant, quand c'était comme ça? Est-ce que tu as vu les conséquences de ça aussi? Est-ce qu'il en parle dans son vidéo? Sans dire, hey, il n'en parle pas dans son vidéo. Est-ce que cette personne en parle dans cette vidéo-là? Est-ce qu'elle le dit que finalement, grand-maman n'a pas trouvé ça si facile? Donc, est-ce que ça, c'est présent? Ben là, juste te dire ça, juste te dire, ah, il y a peut-être une petite faille dans le raisonnement parce qu'il y a des choses qu'on occulte. Donc là, tout semble simple, mais ce n'est pas si simple que ça dans l'organisation réelle. C'est pas vrai que ça rend tout le monde heureux. Puis ça rend même pas tous les hommes heureux. Puis ça, moi, j'ai étudié les pères très impliqués avec leur famille, qui se définissaient souvent comme papa poule, un mot que moi, j'aurais jamais osé employer, et qui étaient très, très verbaux au niveau de leur affection. Donc ça veut dire qu'il y a des pères que c'est ça qu'ils souhaitent. Ils souhaitent être très présents, être très proches, être très colleux, s'impliquer. Ils ne veulent pas sacrifier cet aspect domestique. Et ça, ces pères-là, dans l'ancien temps où c'était la femme qui avait tout ce rôle-là, oui, c'est un rôle qui est dur et lourd, mais c'est vrai qu'elles avaient aussi toute l'affection et le lien avec les enfants. Puis les pères qui étaient souvent loin, partis, il y en a certains qui ont eu des relations très, très difficiles avec leur père à ce moment-là. Ils ont senti l'amour, mais souvent, il n'était pas exprimé. Ça pouvait être difficile pour certains garçons de vivre ça. Bon, certains ont senti à travers, malgré tout, qu'il y avait beaucoup d'affection de leur père. Parce que travailler pour faire vivre sa famille, c'est une forme d'amour, ben oui. Mais des fois, on a besoin de l'entendre. On a besoin d'un soutien. Puis quand la maman n'est plus là pour maintenir tous les liens, puis que tu n'arrives pas à discuter avec ton père parce que tu ne l'as jamais fait, bien pour certains papas, c'était très, très difficile. Puis ils l'ont vécu difficilement, puis ils l'ont exprimé après, ce regret. Donc, il me semble que c'est tellement large, les impacts, puis comme le soulignait Zachary Georges, c'est tellement vrai qu'au niveau personnel, certains sont très, très, très conscients que de se libérer de ce carcan qu'on nous impose, qu'on impose comme genre, that's it, ça fait du bien au niveau personnel. Mais ce qui est très difficile pour l'adolescent, c'est de comprendre que cet écart-là entre ce genre qu'on ne portera pas entièrement, donc on ne sera pas le winner macho numéro 1 en haut de la liste, elle n'est pas nécessairement menaçante parce qu'elle t'apporte autre chose. Donc, en tant que parent, on peut donner peut-être les choses que ça va t'apporter. Pas ce que tu vas perdre, parce que ça, il l'a tout vu dans la vidéo. Mais qu'est-ce que ça va t'apporter d'être toi, puis d'être une variation de ce modèle d'homme qu'on te donne, là, tu sais? Oui. Non, merci Valérie. Je pense que je parle pour tout le monde si je dis qu'on pourrait t'écouter toute la journée, mais je voudrais aussi, avoir un avis de soit Zachary Georges ou Sabrina ou vous deux si vous en avez un, parce que Valérie a parlé d'une non-confrontation, plus d'une conversation avec notamment les jeunes, mais j'imagine que ça s'applique aux même les plus âgés. J'imagine que tout le monde se sentirait attaqué avec une confrontation. Donc, Sabrina, peut-être que parce que je vois que ton micro est ouvert, est-ce que toi, tu aurais des conseils pour un parent qui remarquerait que son jeune développe des idées masculinistes? Ou même tout simplement avec les hommes précédemment mariés ou mariés qui sont venus vers toi et quelle était ta réaction? Oui, bien en fait, la première chose, puis je l'ai abordé un peu tantôt, c'est ça, c'est de pas rester seul parce que ça peut être extrêmement confrontant d'aborder ces sujets-là ou d'entendre de la bouche de son propre enfant des choses qui sont vraiment contre tes propres valeurs. Tu sais, par exemple, le parent qui a fait bien attention, effectivement, d'élever son enfant dans un environnement non genré ou qui a fait attention de toujours valoriser le respect des femmes, l'égalité, tout ça, puis que là, ton enfant arrive avec un discours comme ça qui est très campé, très rigide, puis avec toute la fougue de la jeunesse, puis d'être persuadé qu'il a raison, puis que ce qu'il dit, c'est vraiment très senti. Donc, c'est ça. Je pense que Valérie l'a bien dit, à part se faire guider, se faire aider, si on a besoin de ça, puis de savoir que c'est normal, que ça nous ébranle, puis que c'est aussi
je pense, normal et légitime de le dire, que ça nous ébranle d'entendre ça, que ça nous fait quelque chose, qu'on n'est pas confortable avec ça, qu'on a besoin justement d'en discuter puis d'aborder ça parce que c'est nécessaire. Fait que ça, c'est la première des choses. Puis, en fait, c'est de prêcher par l'exemple, là, de vraiment de parler de comment on se sent. Puis l'autre chose, c'est vraiment je suis d'accord avec Valérie, c'est vraiment de préserver le lien. Préserver le lien, peut-être pas à tout prix, comme je le disais tantôt, là, mais c'est vraiment seulement quand on a ce lien-là, puis qu'on le préserve en étant capable d'accueillir les idées avec lesquelles on dit clairement qu'on n'est pas d'accord, mais justement d'aller voir c'est quoi le gain, qu'est-ce qu'il recherche là-dedans, qu'est-ce qu'il trouve, qu'est-ce que ça lui apporte. Et aussi, ce qu'on peut faire, puis tu en as parlé aussi un peu, Valérie, c'est de voir qu'il est en train de se construire un système de valeurs, puis souvent, ce qu'il va rechercher là-dedans, c'est pas nécessairement cohérent avec les valeurs qui sont prônées par ces idées-là puis ces groupes-là. Tu sais, par exemple, il va dire, ben moi, je trouve ça le fun, tu le disais tantôt, il parle bien, il inspire le respect. Donc, moi, ce que je veux, c'est vivre dans une société où je suis respectée. OK, parfait, mais ça veut dire quoi le respect pour toi? Puis est-ce que tu penses que si toi, tu te sens respecté, les autres aussi vont se sentir respectés dans ce genre? Fait que, tu sais, d'arriver à confronter avec les incohérences, soulever les incohérences, lui proposer de réfléchir, lui demander s'il aimerait avoir d'autres informations qui ne disent pas exactement la même chose, mais peut-être que ça pourrait l'aider à se faire une meilleure opinion, puis de respecter sa capacité puis son rythme justement de changer sa pensée, parce que c'est le libre arbitre, puis c'est ce qu'on veut aussi qu'il respecte chez les autres. Donc, on lui insuffle ça, puis on prêche par l'exemple. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus gagnant, là, surtout quand on est avec quelqu'un qui est jeune. Oui, puis merci Valérie d'avoir mis le doigt aussi sur quand on épluche cette situation-là et qu'on voit toute la grosse façon, c'est vraiment ces 5 choses-là, la confiance, le beau parler, le respect, tous ces éléments-là qui viennent vraiment solidifier le lien qui les interpelle dans ces vidéos-là. Puis je pense que pour faire du pouce sur ce que Sabrina et Valérie ont dit, dès qu'on répond et qu'on insère de la honte dans notre réponse, dans la façon qu'on perçoit les apprentissages que les jeunes garçons ou les jeunes font en général, c'est là où le cycle commence, où là, ce jeune a accès à de l'information, il partage ces informations-là avec son cercle, à l'école, avec sa famille, il reçoit une réponse négative qui lui met la responsabilité sur lui, comme si lui n'était pas correct, lui doit se sentir honteux d'avoir ces idées-là, et donc se retourne encore plus vers ces informations-là pour aller chercher un sentiment de sécurité, de validation, d'empowerment même, vraiment, c'est vraiment une source de confiance pour aller marcher dans le monde et vraiment se sentir solide dans ses façons de penser. Et donc là, on vient vraiment solidifier son lien avec les groupes masculinistes et les façons de penser masculinistes. Donc, il faut faire vraiment attention à éviter ce cycle-là et apprendre une approche où on donne les informations et les outils pour que les jeunes puissent prendre des décisions informées sur le contenu qu'eux s'engagent auprès. Merci beaucoup, Zachary Georges, pour ta réponse aussi. Je pense que le terme cycle est approprié parce que c'est un peu ce dont Valérie et Sabrina ont fait référence, c'est que ça devient très vite un cercle vicieux. Et comment transformer ce cercle vicieux en vertueux, c'est par les différents conseils dont vous nous avez toutes les 3 donnés. Je te garde en main, Zachary Georges, si tu le permets, et je voudrais savoir quel impact penses-tu que ces groupes ont sur la façon dont on définit le genre en 2023. Je pense que pour comprendre comment ces groupes et ces mouvements façonnent le genre et la perception du genre qu'on a, il faut vraiment qu'on comprenne que les groupes masculinistes se rallient souvent à d'autres idéologies dangereuses, comme on mentionne depuis le début, comme par exemple des idées de suprématie blanche. Puis ils font l'usage de techniques de malinformation pour faire avancer leurs croyances. Et donc, au niveau du genre, les groupes masculinistes croient souvent fortement à la binarité du genre et c'est souvent justifié par la science et confondu avec le sexe biologique. Puis selon leur rhétorique, il y a des hommes et il y a des femmes, car c'est les 2 seuls sexes qu'on peut voir lorsque un bébé naît et c'est les organes génitaux qu'on voit à la naissance qui sont externes. La distinction entre le genre et le sexe est complètement effacée. Puis même, on fait la confusion entre le genre et l'orientation sexuelle aussi dans beaucoup de ces mouvements-là. Puis de leur point de vue, mais la diversité de genre, puis même la diversité sexuelle, ça n'existe pas.
Puis parfois, c'est perçu comme un trouble mental, une déviation ou même une confusion. Puis la majorité du temps, mais les masculinistes ne font pas seulement que croire ça, ça vient beaucoup avec de la frustration, de la colère. Et c'est là-dedans que c'est enfoncé, là, ces croyances-là. Puis dans cette conception de la binarité sexuelle et de genre qui est très stricte, mais les hommes jouent un rôle social dominant, occupent les rôles de leadership, prennent un rôle économique ou de provider. Tous les stéréotypes nocifs, dans le fond. Puis malheureusement, puisque on vit dans un système qui est intrinsèquement, comme j'ai mentionné plus tôt, patriarcal depuis la colonisation de notre territoire, l'île de la Tortue, mais la prise de ces positions-là est encore très possible. Puis le système le facilite même. Puis, dans cette conception-là, mais les femmes doivent être soumissives, occuper des rôles de soutien, de care, puis elles sont vues comme moindres. Puis plus les femmes se disent féministes ou vocales sur la position politique, mais moins elles ont de valeur aussi, parce qu'elles sont moins dociles. Et donc, ces idéologies-là sont extrêmement patriarcales. Puis si on commence à déconstruire pourquoi ces croyances ne sont pas complètement vraies ou pas du tout vraies parfois, mais l'idée de sexe biologique comme étant quelque chose de binaire, c'est même pas scientifique. La conception du sexe biologique dont les masculinistes font référence est simplement, comme j'ai dit, basée sur les organes génitaux qui sont externes, alors que le sexe biologique est basé sur un nombre d'indicateurs comme les chromosomes, les hormones, les organes génitaux internes et externes. La science a prouvé depuis longtemps que le sexe biologique, c'est un spectre aussi. Puis même environ 2% de la population est intersexe. Et ça, c'est le même, c'est des gens qui sont nés avec des caractéristiques qui ne sont pas uniquement mâles ou femelles. Puis 2%, mais c'est le même pourcentage que le nombre de personnes ou russes sur la Terre. Et donc, si vous connaissez une personne rousse, vous connaissez probablement une personne intersexe, mais il y a très peu de tests qui sont faits. Et c'est vraiment juste simplement lorsqu'une personne fait face à des difficultés de santé qu'on peut se rendre compte qu'on est intersexe. Puis deuxièmement, mais le genre et le sexe, c'est différent parce que le genre, c'est un concept qui est social, qui varie selon la localisation, la culture, la classe, la race. Puis il y a des cultures où la binarité du genre a jamais existé avant la colonisation de leur peuple. Je pense notamment à la langue, puis de mes ancêtres de ma communauté. Le cri, c'est une langue où il n'y a pas de pronom binaire. Puis au sein de nos communautés, puis il y avait beaucoup plus avant des personnes qu'on dit two-spirit ou deux esprits, qui jouent un rôle important dans nos communautés, qui sont perçus comme des gens qui avaient beaucoup de sagesse, un grand pouvoir spirituel, d'une importance incroyable pour la vitalité de nos cultures et de nos langues. Et clairement, lorsque les systèmes patriarcaux et coloniaux se sont rendus compte du pouvoir de cette non-binarité-là, de cette fluidité du genre-là, ça a été une des premières choses qui ont target dans le génocide des peuples autochtones sur les terres de l'île de la Tortue. Donc, je pense que ça en dit beaucoup sur les fondements de ces croyances-là et dans quelle mentalité, dans quelle ère du temps ces mentalités sont fondées. Mais ça a un impact négatif sur la diversité de genre, autant que les femmes. Puis la binarité du genre, comme tu parlais aussi, je crois, Valérie, ça a un impact aussi négatif sur les hommes parce que c'est pas sustainable, cette perception de masculinité dominante. Pour les hommes, c'est un standard qui ne peut pas être soutenu pour longtemps sans avoir des impacts sur la santé mentale, sur l'interpersonnel, sur le communautaire. Bien, merci Zachary. Tu as parlé de plusieurs points. Excuse-moi de me faire répéter ou C'est de te correct. faire répéter plutôt si jamais je n'ai pas compris cette notion pendant ta réponse. Parce que tu as parlé vraiment de la manière dont on définit le genre depuis plusieurs décennies. Et je serais un peu plus intéressée, si tu le permets, si tu pouvais pardon, si tu pouvais me, me parler de la place que les femmes particulièrement occupent au sein de ces groupes masculinistes. L'image de la femme plutôt, je dirais. Mhm. Je pense aussi qu'il y a différentes branches de groupes masculinistes. Puis une des grandes branches, c'est les incels. Et donc, les personnes qui disent ne pas vouloir dater ou de pratiquer le célibat parce que ça dépend des pensées, là, mais il y a beaucoup de pensées que parfois c'est de l'interne où les hommes, je ne suis pas, j'ai pas le droit d'avoir accès à de l'amour ou à l'interpersonnel de mariage. Et parfois, c'est l'inverse. C'est les femmes ne sont pas dignes de mon amour, de ma personne en tant que telle. Donc, c'est vraiment une position de domination, de supériorité. Et comme j'ai dit un peu plus tôt, les femmes vont prendre dans cette conception de genre, là, les femmes vont prendre un rôle qui est soumissif.
occuper les rôles de soutien de famille, de ménage, de care. Puis ils sont vus comme moindres et surtout quand celles-là sont vraiment vocales sur leur position politique, sur leur féminisme, sur leur prise d'identité en tant que femme au sein de la société, mais elles perdent de la valeur aux yeux de ces hommes-là parce qu'elles sont pas dociles. C'est pas des femmes qui sont mariables. Et je fais beaucoup de parallèles avec l'histoire des sorcières aussi. Cette perception de la femme qui ne veut pas avoir d'enfant, la femme qui ne veut pas se marier, la femme qui est vieille. Ces trois caractéristiques-là étaient les fondements de comment on identifie une sorcière dans les siècles précédents. Et c'est très proche lorsqu'on entend parler ces hommes qui sont masculinistes. Oui, oui, la manipulation de l'information et de la parole, je pense que c'est Valérie qui en a parlé ou Sabrina. Vous m'excuserez si je mélange un peu les réponses que j'ai entendues, mais du guide charismatique qui est défini par les garçons qui s'en inspirent ou qui les suivent. Une prochaine question pour vous toutes cette fois-ci. De quelle façon est-ce que la radicalisation des jeunes affecte le bien-être des filles et des jeunes de la diversité de genre, et notamment dans leur sécurité? Est-ce que je pourrais avoir une première réponse de Sabrina, peut-être? Ben oui, effectivement, leur sécurité puis leur bien-être est nécessairement affecté si on répand ces idées-là, parce que ces idées-là légitimisent les agressions psychologiques, encouragent la discrimination, menacent l'égalité, l'équité, la liberté, donc la sécurité. Donc, c'est vraiment dans les droits fondamentaux qui sont menacés par rapport à ces idéologies-là, qui sont nécessairement basées sur un déséquilibre des pouvoirs, là. Oui, je vais juste continuer dans la même. Ce qui est le fun aussi par rapport à ce que tu as dit, Zachary-Georges, quand tu as défini les genres, ça change selon les cultures, selon les places. Je dirais même que ça change selon l'histoire. Donc, si on regarde l'époque de Louis XIV où les hommes portaient des collants, c'est un peu plus rare aujourd'hui. Puis c'est pas ce que les groupes masculinistes vont prôner comme habillement. Mais à l'époque, ceux qui étaient en haut de l'échelle sociale, c'était ceux qui portaient des collants, donc les nobles. Donc, c'est un exemple très, très simple, anecdotique, mais pour montrer que même dans l'histoire, les genres, la façon dont on les a définis était assez variable. Même le rose était la couleur des hommes pendant une époque, et non pas, et le bleu, celle des femmes, parce qu'on était associé à la Vierge Marie. Donc, il y a vraiment, c'est très social de la façon dont on définit le genre, c'est défini après, puis c'est très local aussi. Si on veut revenir à comment ça affecte le bien-être des filles et des jeunes, j'en ai déjà parlé un petit peu, mais juste pour dire que je veux revenir sur ce que Zachary-Georges a dit par rapport au care, ce qui est une bonne chose. Hein? Dans mes études sur les pères, je ne veux pas dire qu'une mère qui prend soin, c'est mauvais, puis qu'il faut absolument qu'elle sacrifie tout pour sa carrière. Tu sais, j'ai vu des femmes, je reviens d'un post-doctorat au Japon, puis j'ai rencontré des femmes qui me disaient, moi, j'en ai pas eu d'enfant. Puis ce que je montre finalement, c'est une leader qui n'a pas eu d'enfant, qui n'a jamais été capable de concilier le travail et la famille, parce que je sais bien que si je marie quelqu'un, l'homme va s'attendre à ce que je fasse tout si on a des enfants. Donc, ça vient même affecter notre économie. Donc, la diversité de genre. Si tu te sens que toi, en tant qu'homme, oui, tu aimerais ça prendre soin, tu aimerais ça être présent, tu aimerais ça avoir un emploi même où tu prends soin, bien, il y a tout de suite, on t'accole une étiquette qui est associée aux femmes. Donc, ça, on t'accote même l'homosexualité, même chez les gens qui ne le seront pas. Donc, là, c'est pas bon pour les gens qui le sont, parce que tout à coup, ça serait un problème d'être homosexuel ou quoi dans ces groupes-là. Mais en plus, c'est même la caractéristique de prendre soin devient un point négatif parce qu'elle te met dans le groupe des femmes, donc dans ceux qui ne dominent pas, dans ceux qu'on veut dominer et qui doivent prendre soin de tout le monde. Alors que la valeur de prendre soin ne devrait jamais être diminuée, et au contraire, elle est aussi belle. C'est ce qui permet à tout le monde de grandir. Là. Je veux dire, et c'est pour ça qu'elle est partagée entre les genres. Même biologiquement, on le voit maintenant, que les hommes ont tout ce qu'il faut pour prendre soin. Donc, c'est pour ça que je dis, il y a quelque chose de vraiment... c'est pourri dans ces groupes-là, parce qu'en ne comprenant pas ça,
on a un impact qui est très large et qui empêche beaucoup d'hommes d'être soit ce qu'ils sont en tant que diversité de genre, mais aussi en tant que caractéristique qui est beaucoup plus large que la diversité de genre. Là, le prendre soin ne t'associe pas à l'homosexualité. Quelqu'un peut être homosexuel et c'est pas dans ses intérêts, ça ne l'intéresse pas. Donc, c'est comme, je dirais, c'est un mélange, comme le disait bien Zachary Georges, entre l'orientation sexuelle, entre le genre, le sexe biologique, qui vient un petit peu polluer toutes les catégories et qui nous empêche d'avoir des enfants qui vont être pleinement eux-mêmes au bout du compte. C'est un bon point, Valérie. Zachary Georges, est-ce que tu aurais autre chose à apporter par rapport aux deux réponses de Sabrina et Valérie? Oui, mais la première chose qui me vient en tête, c'est une réponse au sein des mouvements féministes, mais au sein des jeunes, autant filles et la diversité de genre. Souvent, on va aussi se tourner vers l'extrême. Et il y a le mouvement We Hate Men ou I Hate Men, qui est un mouvement qui vraiment tient à se séparer des hommes et aussi qui est un mouvement très carcéral. Et donc, tout est bon ou tout est mauvais. Et il n'y a pas d'entre-deux. Et on va vraiment d'un à l'autre. Et ça, je pense que c'est aussi dupliquer et reproduire ces façons de penser, ces modèles sociétals qui sont vraiment centrés au sein des mouvements masculinistes et qu'on est en train d'adopter ces mêmes pratiques-là, mais à l'autre extrême aussi. Et je pense qu'il faut faire attention aussi à comment on en parle parce que ça, je pense que c'est vraiment un grand signe que nos communautés ne savent pas comment être imputables, ne savent pas comment faire face à l'adversité, faire face à du harm ou du mal qui est produit dans nos communautés. Et on voit toutes les augmentations des mouvements de la cancel culture, la culture de la cancellation, où on préfère couper les liens. Et je pense vraiment à ce que Sabrina parle depuis le début de notre conversation aujourd'hui. Il faut continuer à entretenir ces liens-là. Il y a des limites, ça c'est sûr et certain, parce qu'il faut aussi s'assurer que le mal ne se reproduit pas constamment, mais que notre réponse soit de couper les liens complètement et de se tourner vers l'extrémisme aussi. C'est aussi dangereux que de ne pas agir face au mouvement masculinisme. Il faut faire vraiment attention. Oui, c'est un point très intéressant, Zachary Georges. Ça me permet de vous poser la question d'après Valérie. Est-ce que tu penses que cela a un impact sur la façon dont les jeunes perçoivent les relations intimes? Nécessairement, parce que comme on l'a bien montré, je pense, tout le monde, là, il y a un impact chez les jeunes filles aussi. L'adolescence, ben là, on parle surtout des jeunes garçons qui vont être attirés par ça à l'adolescence, mais c'est plus large que ça parce qu'on est, comme je le répéterai, les premières fois. Donc, pour le garçon, ça va être sa première relation intime aussi. Il a une idée de comment la femme doit avoir son rôle dans cette relation-là, et pour la fille aussi. Donc, et je pense que c'est plus large que les groupes masculinistes. Là, ça va être dans la publicité, ça va être dans certains livres aussi qu'on va avoir lu de comment ça devrait être une relation romantique et comment ça se fonctionne. Et ça va être chez nos pères, donc chez les gens qui vont avoir eu déjà leurs premières expériences et avec qui on va parler. Donc, on se forme de toutes sortes de façons. Puis bien sûr, nos parents ont une influence, mais on ne va pas trop leur parler de ça quand même. Et c'est là que ça devient un peu peut-être dangereux parce que oui, peut-être que tu auras un parent qui te ferait un reflet autre, mais toi, quand c'est ta première fois puis que c'est ton amoureux qui te demande certains gestes avec lesquels tu es plus ou moins sûr que tu veux expérimenter, est-ce que le refus t'est permis? Est-ce qu'il est possible? Parce que c'est un geste d'amour. Puis là, il y a toutes sortes de trucs qu'on va donner dans ces vidéos-là là, pour inciter, avec des guillemets ici, la fille à faire des gestes qu'elle n'accepterait peut-être pas autrement. Puis, donc, je pense qu'on pourrait peut-être, dans le système d'éducation, en parler un petit peu plus. Tu sais, les cours d'éducation sexuelle viennent d'être mis en place au secondaire ici au Québec. En Ontario, vous avez autre chose, mais bon, c'est assez variable aussi d'après les experts sexologues que j'avais consultés l'année dernière. Ce qui est intéressant, ce serait qu'on parle de l'aspect web parce que ces idées que, bon, la majorité des jeunes vont faire telle chose et telle chose et telle chose, je pense que souvent, quand on regarde les vraies statistiques au bout du compte, là, c'est pas ça qui se passe. Fait que, c'est d'avoir quelqu'un qui vient te le dire, tu fais comme, ah, OK, donc j'ai l'autorisation de dire non. J'ai l'autorisation de dire, ah non, c'est pas sûr que ça me tente maintenant, peut-être plus tard, mais c'est dur quand c'est ta première fois. C'est dur, puis ça peut mener à des gestes de violence
violence, au bout du compte, je pense que Sabrina pourra en parler plus amplement, mais c'est ce qui mène vers nos premières fois qui peuvent être dramatiques et se répéter pour ne plus être des premières fois, mais une chaîne de violence qui se poursuit ensuite à l'âge adulte. Donc oui, c'est très, très, très important pour les relations intimes, qu'on encadre peut-être mieux, qu'on parle peut-être plus de ça. Oui. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir compris, mais je pense qu'on le remarque que l'influence que le web a sur la globalisation de ces groupes masculinistes est très, très importante. Et ce qui me permet de poser la question à... Pardon, je me suis trompée dans mes notes. Je me suis un peu perdue dans mes notes. Je vais y aller, c'est Sabrina. Sabrina, comment conseillerez-vous un jeune qui tente de quitter un groupe masculiniste? Qui tente de quitter ou qui s'intéresse aux idées masculinistes? Qui tente de le quitter. OK. En fait, un peu pour, comme le parent tout à l'heure, c'est de voir, tenter de le sensibiliser le plus possible aux conséquences de ses choix, de ses idées, sur les autres, mais sur lui-même aussi. Parce que, on a parlé tantôt, on a dit oui, ça a des conséquences sur les filles, sur la sécurité des filles. Puis ce que je rajouterais, c'est que ça a des conséquences sur la sécurité psychologique et physique même des garçons, parce que cette espèce de justement de fantasme de l'homme idéal auquel les garçons tentent d'adhérer puis de maintenir ce standard-là, c'est insoutenable et ça fait qu'ils vont évacuer de leur personnalité tout ce qu'il y a de féminin pour conserver parfois des choses avec lesquelles ils ne sont pas nécessairement bien, pas confortables, puis c'est pas là-dedans qu'ils sont le meilleur, mais parce que tout ce qui était rattaché au féminin doit être évacué ou a été évacué, ils vont en souffrir. Puis cette souffrance-là, ils vont, au lieu de l'attribuer justement ils vont l'attribuer aux femmes, ils vont avoir une perte de confiance au niveau des femmes. Puis on parlait des premières fois, les premières expériences, ce qu'on voit, le pattern, là, c'est vraiment un homme qui a un jeune homme qui a une mauvaise expérience, qui peut avoir une relation compliquée avec sa mère, qui a une première expérience de couple désastreuse, où il est totalement dépendant dans cette relation-là, puis que, bon, il y a une rupture qui survient, il perd confiance au niveau des femmes, mais c'est perdre confiance en 50% de la population, et là, il se retrouve à vouloir parler de ça, exprimer ça, il se retrouve dans une espèce de chambre d'écho où justement, on a ce type d'idée-là de dire, ben, ils sont toutes pareilles. L'expérience que tu as vécue est à l'image de ce que tu vas vivre toute ta vie. Donc, c'est vraiment donc, le stress, l'angoisse, tout ça embarque. Puis c'est là qu'il va se construire des idées de dire, ben, c'est impossible pour moi autrement qu'en dominant ou en étant contrôlant. Puis c'est de ça qu'on parlait, toutes les micro-stratégies de contrôle. Donc, c'est ça qu'ils vont mettre en place pour assurer de répondre à leurs besoins. Puis la façon dont ils vont penser, c'est vraiment les autres sont responsables de mon bonheur. Ils sont aussi responsables de mon malheur. Je me responsabilise pas. Fait que, la première chose pour quelqu'un qui veut sortir de ces idées-là, puis c'est vraiment de se responsabiliser par rapport aux conséquences que ça a sur toi, sur les autres, puis de prendre conscience que c'est un réel choix d'utiliser de la violence ou d'adhérer à telle ou telle idéologie. Donc, parce que c'est un choix, ben, c'est aussi possible de le changer. Donc, ça aussi, fait que ça serait un mélange, dans le fond, entre responsabiliser sans punir ou sans augmenter le sentiment de honte dont on parlait tantôt, parce que la honte,
quand ça devient trop envahissant, c'est paralysant. Ça peut empêcher d'avoir accès à l'aide ou de demander de l'aide pour se faire accompagner là-dedans. Fait que, tu sais, c'est vraiment, ça prend beaucoup de doigté, je dirais, pour avoir le juste milieu entre susciter la responsabilisation de la personne, c'est ce qu'on fait, c'est comme ça qu'on travaille dans nos groupes, et en même temps, lui donner l'espoir de changer, puis soutenir sa motivation vers ce changement-là aussi, qui est positif, puis lui faire miroiter, je termine avec ça, tout le positif que ça peut lui apporter, de se libérer de ces stéréotypes-là, de se libérer de tout ce que ça fait, ce dans quoi ça l'enferme, dans le fond, puis que ça peut être cool et sexy de vivre dans une relation égalitaire, que c'est pas mal plus fun puis pas mal plus trippant, mais c'est pas ça qu'on véhicule comme message, là, tu sais, on vend toujours le rêve, quand tu as trouvé la bonne, c'est facile, tu n'as pas besoin de communiquer, tu n'as pas besoin de rien faire de forçant, là, ça va aller, tout ça, c'est le pire mensonge que la société nous envoie. Donc, autant pour les garçons que pour les filles, tu sais, ça serait ça, là, de dire non, une relation, c'est du travail, ça se construit, tu sais, chacun doit faire des efforts, tout ça. Fait que c'est un peu tout ça que je dirais. Ouais. Merci beaucoup, Sabrina. Je pense que tout le monde serait d'accord pour dire que ta réponse est vraiment complète et je pense que ça rejoint un point commun que j'ai entendu pendant les réponses que vous nous avez données depuis le début, toutes. C'est vraiment un choix de communiquer avec les bonnes personnes. C'est que ça ressort beaucoup de que les jeunes femmes, hommes, personnes non genrées vont décider d'écouter une seule partie ou communiquer qu'avec une seule partie de la société ou de leur environnement et qui n'est pas toujours le plus sain. Alors, j'ai une dernière question à vous toutes avant de passer aux questions qui seront dans le clavardage. Si l'audience devrait se rappeler d'une chose de cette discussion, cette riche discussion, qu'est-ce que ça devrait être? On va peut-être parler à Zachary Georges d'abord. Je m'étais préparé à cette question-là, mais ma réponse a changé au fil de la discussion. Puis je me retourne vraiment vers quelque chose que Sabrina a dit. Et préserver les liens, c'est clé, vraiment. Je pense que je ne sais plus qui a dit ça, mais il faut devenir confortable avec l'inconfort. Et parfois, ces conversations-là vont être très inconfortables, vont pousser nos limites, puis vont nous aller chercher des sentiments qui sont très, très, très réactifs au sein de nous. Mais il faut prendre le temps de poser des questions, comprendre, et aussi comprendre notre rôle dans le démantelage de ces façons de penser-là. Parce que si on a de l'amour pour cette personne-là, si on veut être bienveillant, bienveillante envers ces personnes-là, il faut qu'on reste à leur côté et qu'on fasse des efforts à comprendre, à soutenir, puis à accompagner au fil de la désescalation de ces pensées-là, autant au niveau de la prévention aussi. C'est l'interpersonnel, c'est l'interconnectivité qui va faire qu'on va tous ensemble pouvoir changer la façon dont nos communautés, nos écoles, nos organismes voient le genre, voient les rôles du genre, puis commencer à vraiment déconstruire cette idée de masculinité toxique ou masculinité dominante. Fait que je te remercie vraiment, Sabrina, d'avoir parlé de ces liens qui sont tant importants dans la façon qu'on adresse et qu'on fait la prévention de ces mouvements-là. Oui, merci Zachary. Est-ce que Valérie, toi aussi, tu aurais un petit résumé à nous faire? Ben, moi, je suis d'accord avec Zachary Georges et Sabrina pour le lien, effectivement, en tant que sociologue. Mais j'irais aussi vers... souvent, quand on est adolescent, on ne peut pas y aller avec des grandes théories, puis as-tu pensé que... Ça ne vient pas interpeller le jeune. Fait que je dirais que cet adolescent-là va avoir autour de lui des exemples de femmes. Puis là, ben, je sais, c'est peut-être pas la mère qui est la personne qu'on veut donner l'exemple. Des fois, ça peut être la tante, des fois, ça peut être la sœur, des fois, ça peut être l'amie, des fois, ça peut être la voisine avec qui il s'entend bien, finalement. Mais de dire, écoute, selon ta théorie, là, ce que tu m'exposes, ça voudrait dire que moi, là, si moi je parle en tant que mère ou ma tante, que moi, finalement, si je suis dans ce monde-là que tu décris, j'aurais jamais pu faire ça. C'est ça que tu souhaites pour moi? Donc, de personnaliser le lien, de dire,
c'est ça que ça veut dire au fond. Puis je t'en veux pas de penser que c'est vrai que c'est simple, que c'est vrai que, mon Dieu, que ça se présente bien puis que c'est facile à comprendre. Mais au fond, même si c'est plus dur, tu sais, accepter le malaise, là, c'est quelque chose qu'on va faire toute notre vie. C'est tellement juste. Et je pense qu'il y a cet apprentissage-là à faire aussi pour le jeune, puis qu'en tant qu'adulte, on a du mal aussi avec le malaise. Et lui dire, tu sais, moi, là, ça me met extrêmement mal à l'aise aussi. Merci, Sabrina, aussi d'avoir rappelé qu'on peut faire appel à des groupes qui vont nous donner des clés en tant qu'adultes par rapport à chaque situation. Parce que, comme on l'a souligné, ces groupes masculinistes-là, ils sont tellement diversifiés. C'est des individus qui parlent et je pense que à peu près le jeune va trouver une voix qui va lui être presque personnalisée. Et c'est ça qui est dangereux parce qu'ils sont très larges, parce qu'il n'y a pas un leader, il y en a toutes sortes. Mais il y a aussi plein de leaders positifs sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur YouTube. Puis ça peut être le fun aussi d'essayer d'aller lier avec d'autres personnages, si on veut, qui vont avoir une meilleure vision de ce que ça peut être la masculinité, d'être un homme finalement, qui peut être plus varié. Mais ça, c'est sûr que ça prend du temps. Puis moi, je pense que de le lier à des petits exemples personnels, de dire, tu sais, est-ce que, bon, finalement, il y a quelque chose dans ton environnement qui t'inspirerait, tu sais, où on pourrait aller ailleurs, ou même un personnage masculin dans l'environnement qui est positif, qui pourra aider, avec qui il peut passer un petit peu plus de temps, donc ces choses-là. Je pense que retenir cette idée du lien, cette idée de l'amour qu'on porte à notre jeune, cette idée qu'il n'est pas seul, qu'on va être là, on est présent, mais tu sais que c'est un bout là où on va tous être un petit peu dans le malaise, parce que c'est pas évident, mais on est là. T'sais. Donc, je pense que c'est ça qui est important et qu'il faut qu'on retienne de toute cette conversation. Merci beaucoup, Valérie. Sabrina, est-ce que tu as un dernier mot aussi? Oui, ben en fait, j'aimerais ça laisser, ben pas laisser parce que je sais qu'il va y avoir une période de questions, mais j'aimerais ça ajouter qu'on a parlé beaucoup de facteurs de risque, de choses qui peuvent mener à ça. Moi, j'aurais envie de vous nommer 2 facteurs de protection qu'on peut valoriser puis qui ne le sont pas assez. Puis vous allez voir, ça fait le lien un peu avec tout ce qu'on a dit. Le premier, c'est l'empathie. De voir vraiment, d'éduquer nos enfants, tout le monde, à voir l'empathie comme une force. Moi, je trouve que c'est un super pouvoir, l'empathie. C'est la clé pour comprendre les relations, c'est la clé pour être capable d'avoir une autre perspective sur quelque chose. Quand tu as cette capacité-là de te mettre à la place de l'autre, ta vie est tellement plus simple, même si parfois ça va te faire ressentir des émotions un peu intenses ou désagréables, mais finalement, ça facilite beaucoup les choses. Donc, ça, c'est la première chose. Puis ça va te permettre aussi d'être beaucoup plus respectueux des droits fondamentaux de chacun, des tiens, puis de respecter tes propres limites et de respecter celles des autres. Puis le deuxième, c'est l'autonomie. Mais l'autonomie, sa propre autonomie, donc de ne plus être capable de répondre à ses besoins par soi-même, pas dans l'autarcie parce que là, on a l'empathie qui contrebalance, mais vraiment d'être capable de ne pas attendre que les autres nous rendent heureux, mais bien de participer activement à la construction de son propre bonheur, puis de respecter l'autonomie des autres, c'est-à-dire de prendre en considération que les autres sont des personnes différentes qui ont autant de valeur que nous. Donc, nous, on est autonome, on est capable de faire nos choses, on est bien, on répond puis on rentre en relation avec l'autre, puis là, ça devient une espèce de vase de communicant, puis de facteurs multiplicateurs, et non pas je prends, je donne, tu prends, et on n'est pas dans cette mentalité-là, on est vraiment dans un échange égalitaire. Donc, l'autonomie, l'empathie, je trouve que c'est des facteurs de protection qui sont vraiment importants. Puis, c'est souvent des choses chez nos hommes qui consultent, qui ont beaucoup de difficultés. Donc, ça fait partie des choses qu'on travaille pour les amener à se responsabiliser par rapport aux conséquences de leurs actes. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, Sabrina. Toutes mes excuses. Est-ce qu'on m'entend toujours bien?
bien. Alors, merci à toutes, merci à toutes les trois pour vos réponses qui ont été plus qu'intéressantes, plus que riches. Je suis sûre que tout le monde va repartir un peu plus avec énormément d'idées à développer, à rechercher même. Donc, je vous en remercie énormément. Il me semble que nous avons des questions dans le clavardage. Alors, j'imagine qu'elles ne sont pas dirigées vers une personne en particulier, donc je vais les lire une à une. Comment répondre à des jeunes garçons qui disent appuyer Andrew Tate et s'associent à ce discours s'y reconnaît? Nous sommes confrontés à des jeunes garçons qui reprennent les propos de Andrew Tate durant des ateliers que j'imagine que Émilie Grenon fait sur la prévention des violences sexuelles. Donc, la question étant comment répondre à des jeunes garçons qui disent appuyer Andrew Tate et qui s'associent à ces discours. Est-ce qu'une de vous trois pourrait y répondre? C'est très intéressant, Andrew Tate. J'ai hâte d'entendre vos réponses. J'aimais bien ce que Valérie disait plus tôt, puis de ramener ça vraiment aux réalités, puis à la vie de ce jeune-là. Est-ce que s'il regarde le cercle autour de lui, est-ce qu'il y a des jeunes, des hommes qui ressemblent à Andrew Tate, qui a son niveau de richesse, premièrement, qui a autant de partenaires sexuels et partenaires romantiques autour de lui? Et la plupart du temps, la réponse va être non. Et ensuite, de discuter, est-ce que tu penses que ces hommes-là mènent une bonne vie? Est-ce que tu les vois qui sont heureux, qui ont du bonheur, qui ont du succès quand même? Puis de ramener ça, encore une fois, à sa sphère de vie et pour voir que c'est pas la façon de vivre. Que peut-être qu'Andrew Tate décide de vivre comme ça, qu'il y a une plateforme pour en parler à des millions et des millions de personnes, mais aussi peut-être de montrer les effets néfastes sur la vie d'Andrew Tate que son mode de vie a eu. Il y a eu des répercussions, Andrew Tate. Il y a vraiment pas que du positif dans sa vie puis dans ses réalités. Fait que de autant ramener ça au plus petit, au macro, mais autant de regarder sur les effets négatifs. Je pense que ça fait aussi le tour de ce qu'on a parlé au cours de la journée sur les façons d'adresser ces tendances. Oui. Si je peux faire un pont, si je peux faire une sous-question à la question qui a été posée par, il me semble que c'était Émilie, parce que la réponse médiatique a été de complètement lui refuser tout accès au web. Est-ce que quelque part vous pensez toutes les trois que c'était la bonne chose à faire ou est-ce que ça permet pas plus, ça donne pas comment dire, un argument supplémentaire justement à ces groupes radicalisants de dire ah ben vous voyez elle nous coupe même parce que j'ai employé elle parce qu'elle parle aujourd'hui mais elle nous coupe la parole, elle nous coupe l'accès à la parole ou elle influence la société à ce qu'on ne puisse même plus s'exprimer sur la voie publique qui est l'Internet. Vas-y, Valérie. Ben, en fait, je pense qu'un des problèmes, c'est que Internet en général, là, on parle des réseaux sociaux, hein, donc on va parler de Twitter, on va parler, c'était son réseau principal. On a eu le même problème avec d'autres personnages, là, et je pense que le problème, c'est qu'on laisse au privé le soin de venir couper le sifflet. Puis ils font toujours quand les discours sont rendus tellement énormes et que ça n'a pas de bon sens et que là, c'est rendu un criminel, puis qui est arrêté, puis qui est ci, puis qui est ça, puis qu'ils vont perdre au final ce qu'ils pourraient gagner, mais ils ont tellement gagné par le fait qu'il y a eu beaucoup de monde qui ont cliqué, puis qui ont regardé, puis donc ils ont fait leurs frais. Donc, c'est très difficile de répondre à cette question-là parce qu'on ne veut jamais être les gens qui vont dire « Ah, ben on va couper, on va couper ». Sauf que je pense qu'on a peut-être un rôle en tant qu'État pour dire, peu importe où il va être dit ton discours, si tu as un discours qui incite à la haine, il incite à la haine. Je veux dire, quand même que tu vas le dire sur Twitter, tu vas le dire sur Twitter. Mais on dirait qu'on attend que les réseaux sociaux, qui sont des compagnies privées, finissent par agir. Et il y a très peu de choses qu'on fait jusqu'à temps que ça
ça soit extrêmement populaire. Puis évidemment, ils ont une base à ce moment-là qui vient comme empêcher l'action concrète. Puis bon, ben, le réseau social finit par lui redonner son accès un jour ou l'autre parce qu'ils ont changé de patron. Donc, il y a quelque chose qui, moi, je pense, là, qui au niveau de la réglementation est manquant parce qu'on, oui, je comprends qu'on ne veut pas en faire des martyrs et souvent, c'est là que bien des gens ne savaient même pas qu'il existait, qui vont finir par le connaître. Mais en même temps, il y a des actions qui peuvent être posées et qui ne le sont pas. On l'a bien vu avec toutes les femmes qui ont dénoncé le fait qu'elles étaient intimidées sur Internet, sur ces réseaux sociaux-là, et qu'il y a très peu d'actions quand on tente de dénoncer ces actions-là, puis de dire, ben, j'ai reçu des menaces de mort, j'ai reçu des menaces de viol, et il ne s'est rien passé quand même que je suis allée voir les autorités. Donc, il y a, je pense, une action manquante bien avant que le réseau social décide, lui, d'agir. Donc, je crois que ce n'est pas à eux qu'on devrait laisser le choix ou non d'appliquer la censure, de leur couper le sifflet, comme on dit. Est-ce qu'on a perdu Karen? Je sais qu'elle a des petits problèmes avec son ordinateur, donc je vais passer à la prochaine question, qui est une question Est-ce que je anonyme. peux ajouter quelque chose sur ce que Oui. Valérie vient de dire? Bien sûr. Si on coupe les gens comme Andrew Tate des réseaux sociaux, c'est quoi la prochaine étape ensuite aussi? Qu'est-ce qu'on fait si c'est la solution qu'on prend? Andrew Tate, est-ce qu'on va finir par le couper de toute socialisation un jour aussi? Parce qu'il va continuer d'avoir Si on fait juste le shutdown à chaque fois, ces personnes vont continuer d'avoir le même discours dans différents réseaux sociaux, sur différentes plateformes publiques aussi. Et si on pense que la solution, c'est de couper Andrew Tate de toute communication, tout lien public, je ne sais pas où ça finit, cette course-là. Puis ça me fait penser énormément au système de prison, au système de justice qui sont en place dans nos communautés, qu'on voit à quel point font faille à nos communautés marginalisées, qui sont victimes de violences aussi. Je pense qu'il y a beaucoup plus de questions à se demander de est-ce qu'on coupe quelqu'un d'un réseau social? C'est comment est-ce qu'on adresse l'impact que cette personne-là a eu sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on prévient que ces impacts-là se reproduisent, puis soient multipliés, parce qu'il y a beaucoup plus de questions que je sais est-ce qu'on coupe quelqu'un ou pas. Tout à fait. C'est un point que je trouve très intéressant, Zachary et Georges. Et ce n'est pas seulement quand il s'agit des personnes qui prônent pour les organisations masculinistes, mais pour les propos racistes, antiféministes, etc. La liste est longue, malheureusement. On va passer à une prochaine question. Il me semble avoir vu une question sur l'école. Peut-être que Marie-Pascale, tu devrais me... Ouais, Karen, je vais juste arrêter parce qu'on ne t'entend pas. Oh. C'est très éteint, ton son. Donc, Est-ce que c'est meilleur maintenant ou pas? non. Est-ce que tu veux que je lise la prochaine question? Puis si tu veux, tu peux aller dans mon bureau. Oui, vas-y. OK. Donc, si les rôles du genre sont appris au primaire, l'école ou mieux les conseils scolaires ont-ils une responsabilité à éduquer les jeunes au primaire des diversités de genre? Valérie, je t'ai vu lever la main, donc je vais te laisser y aller. C'est moi qui avais un petit peu parlé qui avait introduit un petit peu cette idée là, que ça commençait très jeune. Je pense qu'on a déjà commencé cette action-là depuis qu'on a réintroduit les cours d'éducation sexuelle à l'école primaire. C'est pas, on n'est pas en train de parler de tout ce qui est explicite, mais on va vraiment dans cette petite, le jugement, qu'est-ce que c'est biologiquement. On est dans les petites choses, mais je pense qu'on permet donc une discussion. Comme on le fait aujourd'hui, si on peut parler de quelque chose de positif, que ce soit envers les tout-petits qu'envers notre grande société qui ne sait pas trop quoi faire devant tout ça, je pense que la discussion va être un mot clé qu'il ne faudra pas oublier. Donc, c'est la discussion avec nos jeunes, la discussion entre nous. Parce que je pense qu'en tant qu'éducateur, en tant qu'enseignant, en tant que direction d'école, centre de service scolaire, peu importe comment on les appelle, on a un rôle à jouer. Il faut qu'on en discute avec nous de ces idées-là
qui nous imprègnent sans qu'on s'en rende compte et peut-être qu'on transmet sans le vouloir. Mais je pense que ce travail-là, il commence à être bien intégré. J'ai vu quelqu'un qui disait qu'on en parlait dans les cours de sexologie maintenant. On pourrait peut-être en parler aussi dans les formations pour les enseignants. Mais je pense que vraiment, là, avec cette introduction, ça fait partie du cursus. Donc, il y a une discussion qui est entamée. Qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas. Mais j'ai espoir là, que ça va donner un peu de mieux pour ces petits qui vont devenir des adolescents aussi. Je me tourne aussi vers les États-Unis en ce moment, et à la Floride notamment, avec les législations qui sont Don't Say Gay, donc où on tente aussi d'éradiquer toute discussion, tout dialogue, toute conversation sur l'identité et l'orientation, l'identité de genre et l'orientation sexuelle. Il y a eu des mouvements similaires aux États-Unis quand ça venait à Critical Race Theory, où on veut éradiquer ce genre de discours-là. Et comme je parlais plus tôt, où je pense qu'il faut éviter de reproduire les systèmes. Donc, par exemple, là, les masculinistes qui ont de la frustration et souvent de la violence envers les femmes. Et donc, nous, on va aller vers le I hate men, we hate men. On va éradiquer l'homme aussi. Je pense qu'il faut vraiment pas se retourner à l'extrême, mais c'est important de regarder qu'est-ce qui se passe à cet extrême-là et de voir que les personnes ou les groupes plus conservateurs, masculinistes, vont se tourner vers utiliser l'école comme un outil pour faire passer leur agenda. Je pense qu'il faut aussi regarder comment nous, on prend ces modèles-là. Et je pense que, comme tu parlais, Valérie, regarder les normes de genre qu'on passe au niveau de la maternelle même, les jouets qu'on donne accès aux jeunes, les couleurs de crayons qu'on donne aux jeunes. Malheureusement, on vit dans une société qui a des stéréotypes et des conceptions du genre binaire où le bleu, c'est le garçon, le rose, c'est la petite fille. Et il faut qu'on adresse ces constructions-là dès la maternelle. Je pense que les cours de sexualité sont très importants aussi, mais si je me souviens bien aussi, moi, mes cours de sexualité, je les ai eus à 15, 16 ans. J'avais un téléphone depuis que j'avais 11, 12 ans, et donc j'avais accès à des ressources qui m'apprenaient sur la sexualité beaucoup plus avant que l'école a pris ça en main aussi, puis même avant que mes parents prennent ça en main aussi. Donc, je pense que ça commence très jeune, ça commence au milieu de la famille, ça commence ensuite aux écoles, puis là, ça va aussi au niveau des organismes communautaires, comment les services vont adresser ces besoins, puis ces tendances-là. Oui, vas-y, Sabrina, tu as la main levée. J'aimerais ça, ouais, c'est ça, rajouter un petit quelque chose. Dans le fond, tu sais, ce que j'entends depuis tantôt, c'est vraiment l'éducation restera toujours la meilleure arme. Puis j'aurais envie d'élargir la réflexion dans le sens où pourquoi pas offrir à nos jeunes un petit guide de défense intellectuelle, apprendre à se faire eux-mêmes leur propre opinion, à remettre ces concepts-là en relief, puis les faire discuter sur ces choses-là, mais dès leur plus jeune âge. À un moment donné, je pense que c'est en Europe du Nord, il y a même des cours de philosophie au primaire. Là. Les enfants parlent de philosophie, réfléchissent à des questions, donc ils sont habitués à remettre en question les fameux dogmes que les adultes leur imposent comme étant c'est ça, puis conforme-toi ou meurs. Donc, c'est vraiment une façon, je pense, de plus largement d'en faire des citoyens beaucoup plus alertes, qui vont être moins perméables justement à ce genre de discours-là dogmatique d'un bord ou l'autre, qui vont développer le réflexe d'aller s'informer, de voir justement, sur le spectre, ils vont aller voir les deux positions, puis ils vont être capables de se faire une opinion. Fait que je pense que c'est la même chose à ce qui touche à la sexualité, à tout, en fait. Puis je trouve que c'est peut-être là la solution, mais ce qui est dommage, c'est que c'est pas une solution simple à un problème très compliqué. C'est une autre solution compliquée, donc, puis qui prend du temps. C'est 20 ans plus tard qu'on voit le résultat des campagnes éducatives, par exemple, pour l'alcool au volant. Ça a pris ça 20 ans là, pour se débarrasser de cette habitude-là. Moi, je me souviens très bien quand j'étais jeune qu'il y avait encore des gens qui partaient avec leur voiture alors qu'ils avaient pris de l'alcool. Maintenant, je veux dire, il n'y a pas personne qui penserait à laisser son ami partir avec sa voiture alors qu'il a bu. Donc, ça finit par changer, ça fonctionne, mais c'est long. Oui, le processus est long. Est-ce que vous m'entendez? Oui.
C'est toujours... Est-ce que je peux ajouter quelque chose sur ce que Sabrina vient de dire? Bien sûr, Valérie. Juste pour dire par rapport à ça, je suis très, très d'accord. Puis deux vidéos à proposer. Parce qu'il faut que ça soit catchy, hein? Quand ils sont petits, quand ils sont jeunes, quand ils sont ados, il faut que ce soit le fun. Puis presque aussi le fun que quand tu regardes une vidéo de masculiniste. Là. Moi, une chose qui est très, très poignée, on le voit quand ça a pogné, quand le jeune à qui tu l'as présenté veut en parler à tous ses amis, là. C'est le fameux vidéo qu'ils ont réalisé en France. C'est une école, c'est un lycée, je crois. Il explique comment on construit une vidéo complotiste. Puis là, ben, ça a l'air terrible. Les chats sont tous des aliens dans une autre. Puis là, après, tu vois les jeunes, puis comment ils ont construit cette vidéo-là en mettant de la musique dramatique, en changeant certaines petites choses, en changeant le titre, en changeant la photo. Donc, vraiment, ils ont eu un cours appliqué de montage vidéo pour que ça fasse une vidéo dramatique. C'est presque complotiste quand tu regardes leur vidéo, mais heureusement, il faut la regarder jusqu'à la fin. Et ça a vraiment pogné parce que c'est comme si le jeune, justement, il a eu l'éducation de tout de suite détecter les moyens multimédia qu'on va utiliser pour que ça colle, pour que ce soit le fun, pour que ça atteigne leur but puis ça fasse vivre l'émotion. Donc ça, c'est très, je pense que c'est très bon. On peut faire aussi si on est enseignant à quelque chose comme ça, là, mais je veux dire, encore plus simple, juste présenter la vidéo, ça marche bien. Arnaud Soli avait fait quelque chose de similaire, mais sans décortiquer tous les codes comme ils le font dans la vidéo YouTube. L'autre chose que je trouve toujours bonne à montrer, même quand ils sont tout petits et qu'on n'a pas encore commencé à parler de sexualité précise, c'est le vidéo sur le consentement et le thé. C'est très, très simple. Ça a l'air très, très simple, finalement, mais on parle de choses beaucoup plus complexes que ça a l'air en montrant que tu ne forcerais jamais ton ami qui est inconscient à boire du thé, même si tu as dit oui au début. Des choses comme ça. Ça a tellement l'air ridicule, finalement, de lui faire boire du thé pendant qu'il dort. Je veux dire. Puis je pense que ça s'applique plus largement qu'à la sexualité. C'est-à-dire que quand on a un jeune qui veut forcer son ami à jouer aux billes, puis ça ne tente pas, mais là, c'est la même chose. C'est une question de consentement. Donc, je pense que le mot consentement peut être compliqué, mais quand tu l'as vu avec du thé, tu vas le catcher même quand tu es tout petit. Puis plus tard, tu vas le garder, puis tu vas comprendre tout ce qu'il y avait en arrière du vidéo que tu n'avais pas vu à ce moment-là quand tu étais tout petit, puis que tu n'avais pas encore cette idée-là de relation intime. Donc, je pense que ça peut être une très belle chose à montrer aussi aux petits. Merci beaucoup Valérie pour ton intervention. On a une dernière question avant qu'on puisse malheureusement terminer aujourd'hui. Et la question est la suivante de Vicky Laprade. Quels conseils auriez-vous pour les intervenantes et accompagnatrices qui, en tant que femmes, doivent interagir et travailler avec des individus en parcours de radicalisation qui adhèrent aux idéologies sexistes, voire misogynes? En gros, comment se détacher des propos qui, en tant que femme, nous atteignent? J'imagine que cette question elle est un peu liée à ce que Sabrina fait au quotidien. J'imagine qu'elle aurait plus d'arguments de ce côté-là. Je t'en prie, Sabrina. Bien, je dirais d'abord que nous, on a la chance depuis longtemps de la façon dont on travaille, c'est qu'on travaille en binôme. Donc, on incarne une relation égalitaire dans les groupes de thérapie. Donc, moi, je co-anime toujours avec un homme plus jeune en plus. Fait qu'on a vraiment une dynamique, c'est vraiment cool au niveau de la représentativité. Donc, ça nous permet parfois, puis c'est drôle à dire parce que on pense que parce qu'on est une femme, c'est plus difficile pour nous de leur parler de ces sujets-là, mais parfois non. C'est vraiment, ça dépend de la personne, ça dépend de l'intervention. Puis je dirais que si vous êtes seul, par exemple, puis que c'est de l'intervention individuelle, puis qu'à un moment donné, vous voyez que avec la personne auprès de qui vous intervenez, que ça devient vraiment un obstacle, le fait que vous soyez une femme, bien, n'hésitez pas à consulter un collègue ou à référer à un collègue si vous croyez vraiment que ça peut être un obstacle. Mais je pense que quand on le dit clairement, de dire, écoute, tu sais, moi, souvent, ce qu'on utilise, on va faire un reflet sur justement ça prouve exactement ce qu'on est en train d'essayer d'y expliquer, juste la réaction qu'il y a par rapport au fait que moi, je suis une femme et qu'il y a de la difficulté à entendre ces mots-là dans la bouche d'une femme, bien, je vais lui refléter.
Qu'est-ce qui fait que quand c'est moi qui te dis ça, et je suis sûre que si c'était, par exemple, mon collègue qui te l'avait dit, je pense que tu l'aurais peut-être pas pris. Là, tu l'as pris dans la façon la plus négative possible. Qu'est-ce qui t'amène à penser que j'avais une arrière-pensée dans ce que je t'ai dit, puis je vais refléter avec la réaction. Fait que c'est d'en être conscient, en fait, que ça peut influencer. Mais il ne faut pas baisser les bras, puis il ne faut pas croire que parce qu'on est une femme, on est moins bien placé pour intervenir. Je trouve, moi, en tout cas, en général, je trouve que c'est plus un avantage qu'un inconvénient d'être une femme qui intervient auprès des hommes. Très bien. Merci beaucoup, Sabrina. C'était très ressourçant. Est-ce qu'une autre de nos panélistes souhaiterait ajouter quelque chose à cette question-là? Oui, parce que le travail qu'on fait est vraiment identitaire et nous rechercher énormément, puis les gens parlent de nous en parlant d'un système ou d'une autre pensée, ça peut être très nocif à la santé mentale autant qu'à la santé physique. Il y a des impacts grands sur notre corps que ça peut être ressenti. Puis je pense que oui, il y a plein d'éléments qu'on peut faire en tant qu'individu pour se renforcer, puis prendre soin de nous, puis trouver des tactiques qui sépare le professionnel du personnel à un certain niveau. Mais j'aimerais apporter la question à un niveau plus élevé où il y a une responsabilité des employeurs dans ces situations-là, de mettre des systèmes en place pour soutenir les employés, des systèmes autant de réaction d'urgence que de prévention, autant que ça va au niveau des avantages sociaux, des bénéfices. Autant que ça va à des plans. Je connais un employeur qui, chaque fois qu'il y a une embauche, il y a une rencontre d'une heure pour établir un plan de bien-être avec chaque employé où les employés parlent de leur trigger personnel, pas parlent en tant qu'une grande séance de thérapie, mais les nomment pour que l'employeur, lorsque il est euh, témoin d'une discussion qui touche à un sujet qui est plus difficile pour cette personne-là, que cette personne sache comment cette personne-là veut être soutenue, comment cette personne-là, de quoi cette personne a besoin pour se sentir vue, entendue, mais aussi pas seule dans son travail. Et je pense que si on sort un peu des mouvements capitalistes et des grands mouvements individualistes et un travail, c'est aussi une communauté, veux pas, il faut qu'on se soutienne et qu'on se mette des barèmes en place pour être capable de se soutenir. Je pense que de advocate pour nous-mêmes au sein de notre emploi pour que ces systèmes, ces réactions-là soient mises en place au sein de nos milieux d'emploi, c'est vraiment important. Merci beaucoup, Zachary Georges. Merci, Sabrina Nadeau. Et merci, Valérie Harvey. Malheureusement, on arrive à la fin. Avant de vous laisser toutes et tous partir, je vous invite à remplir le sondage dans le chat que l'une de mes collègues a probablement déjà dû mettre. Ça vous permettra aussi de d'avoir la chance de gagner une tasse de Elle parle, le balado dont on vient de faire là, pendant un peu plus d'une heure d'une heure. Je voudrais vous remercier énormément pour toutes les informations qui ont été partagées et par les panélistes et par les participants et participantes. Je vous remercie d'avoir participé à Elle parle, mesdames. Et malheureusement, il va falloir que nous nous quittons. Mais merci beaucoup pour toutes les informations qui nous ont été données. Merci. Merci à vous toutes. Et il me semble que je ne me suis pas présentée au début de ce balado, mais c'est un balado de Action ontarienne et j'étais votre animatrice Karen. Merci à vous toutes et à vous tous et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci. Merci, au revoir.